Bienvenue dans 2050 Investors, le podcast qui décrypte les tendances de l'économie et du marché pour relever les défis de demain. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un que vous connaissez bien, même si sa voix ne vous dit peut-être rien pour le moment. Bonjour à tous. Bonjour. Mais alors, dites-nous, qui êtes-vous ? Eh bien, je suis Coco Agboblois. Ah bon ? Ce n'est pas moi, Coco Agboblois ? Mais non, vous, c'est Stéphane Marx, le comédien voix qui, pendant 30 épisodes, a été ma voix pour la version française de 2050 Investors. Eh oui, que d'aventures et d'enquêtes menées. Je me demande combien de grenouilles proverbiales y sont passées. Énormément, sans doute. Alors aujourd'hui, je vous passe le flambeau pour la version française du podcast, car comme les auditeurs l'auront remarqué, vous parlez parfaitement le français, en plus de l'anglais et du chinois. Merci Stéphane. Cette année, ma résolution, c'est de passer encore plus de temps avec les auditeurs. Et toi, Siri ? C'est avec plaisir que je prends le relais de la version française. Avec un peu de pression, je dois l'avouer. Tu as mis la barre très haut. Et moi, j'ai hâte d'être de l'autre côté pour pouvoir vous écouter. Merci beaucoup Stéphane d'avoir su être la version française de Coco pendant si longtemps. Je suis sûr que tu vas manquer à Siri. Je verse une larme digitale pour ce beau moment. Eh bien, bonne enquête à vous deux. Et moi, je vais aller réécouter des épisodes de 2050 Investors dans la DeLorean. Et juste avant, je tiens à remercier chaleureusement les auditrices et les auditeurs. À bientôt et ailleurs. Vous pouvez me passer les clés, Coco ? Ah, tu verras, elles sont dans la boîte à gants. Bonne route Stéphane. Siri, est-ce que tu es prête ? Évidemment, Coco. Allez, redémarrons notre enquête. Salut Siri. Salut, Coco. Bon anniversaire. Il faut qu'on aille fêter ça. Ah, désolé Siri, mais je t'arrête tout de suite. J'ai passé l'âge de danser en boîte de nuit. Ce matin encore, devant le miroir, j'ai repéré de nouveaux cheveux blancs. C'est eux qui font la fête depuis que j'ai dépassé la barre des 40 ans. Et cette fête-là s'éternise un peu plus chaque année. Moi, je trouve que tu rajeunis de jour en jour. Un peu comme Benjamin Button. Merci Siri, c'est gentil de me remonter le moral. Comme disait Abraham Lincoln, à la fin, ce qui compte, ce ne sont pas les années qu'il y a dans votre vie, mais la vie qu'il y a dans vos années. Je pense beaucoup au temps qui passe ces temps-ci. Je me revois il y a 40 ans, un petit garçon qui pédalait dans les rues de Sanlitun, près de l'ambassade du Togo en Chine. J'ai l'impression que c'était hier. Pardon ? On va en rester au français, si tu veux bien. C'est vrai que vous, les humains, vous êtes obsédés par le fait de vieillir. Moi, je n'ai pas ce problème. Mes systèmes se mettent à jour quotidiennement. La jeunesse éternelle en quelque sorte. Tu as bien de la chance. C'est vrai que techniquement, on vieillit un peu plus chaque seconde qui passe. Mais il y a des groupes d'âge bien distincts. Avant 39 ans, on est un jeune adulte. Entre 40 et 59 ans, on est un adulte d'âge moyen. Et après 60 ans, on entre dans la catégorie des adultes, plus âgés. Et à partir de 65 ans, on parle de seniors. Un jour, peut-être qu'on pourra télécharger ta conscience sur un logiciel et on sera ensemble pour l'éternité, Coco. Je te reconnais bien là, Siri. L'optimisme de la jeunesse. Mais qui veut d'une vie éternelle, ou comme le chantait Queen, Who wants to live forever? Mais revenons à notre sujet, ça m'intrigue. Une recherche rapide sur Google montre qu'en 2022, on comptait environ 771 millions de personnes de plus de 65 ans dans le monde, soit environ 10% de la population mondiale. Et ce n'est pas tout, cette catégorie d'âge connaît une croissance fulgurante. Elle devrait représenter 16% de la population en 2050 et 24% d'ici 2100. Ça représente 2,4 milliards de personnes. Un rapport de Deloitte parle d'avalanche grise. Préparez-vous à l'impact. N'exagérons rien, Siri, même si ça reste une description réaliste d'une méga tendance aux conséquences importantes. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se pencher sur le gentleman distingué à la chevelure argentée que je pourrais devenir. Nous allons plutôt essayer de comprendre ce qu'est la silver economy, ou l'économie des seniors. Pas sous le prisme baudelairien du temps qui mène à la fin inévitable, mais plutôt comme une opportunité de redéfinir ce qu'implique de vieillir dans notre monde global. Bienvenue dans 2050 Investors, le podcast qui décrypte les tendances de l'économie et du marché pour relever les défis de demain. Je suis Coco Agboblois, responsable mondial de la recherche économique, cross-asset et quantitative de Société Générale. Dans cet épisode de 2050 Investors, nous nous penchons sur le vieillissement de la population et la silver economy. Quelles sont les conséquences sociales, économiques et écologiques du vieillissement de la population mondiale ? Sommes-nous prêts
à affronter l'avalanche grise. Plus tard, nous étudierons plus spécifiquement le cas du vieillissement en Asie de l'Est et notamment en Chine. Nous analyserons ce qu'il implique pour l'économie mondiale, le changement climatique et évoquerons des solutions avec Wei Yao, responsable de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez Société Générale. Démarrons notre enquête. Commençons par le commencement. Pourquoi vos cheveux deviennent-ils gris avec l'âge? Excellente question. Je me suis toujours demandé si c'était lié au stress. D'après cet article du Dr Robert Schmerling, publié sur le site internet de Health Harvard, chez les humains, les cheveux gris ne sont en général pas liés au stress. En fait, les cheveux ne deviennent pas gris. Une fois qu'un follicule pileux produit des cheveux, leur couleur est invariable. Si une mèche de cheveux pousse brune, elle restera toujours brune. Mais à mesure qu'ils vieillissent, les follicules pileux produisent des pigments moins colorés. Résultat, lorsque les cheveux suivent leur cycle naturel, de pousse, de chute et de régénération, il y a plus de chances qu'ils deviennent gris à partir de 35 ans, ou plus ou moins tard selon les prédispositions génétiques. Le stress ne peut donc pas changer la couleur d'une mèche de cheveux, mais il peut déclencher un dérèglement assez courant, l'effluvium télogène, qui précipite la chute de cheveux 3 fois plus vite. En 2 mots, si j'ai bien compris, avec le temps, il y a de moins en moins de pigments dans les follicules pileux. Les mèches de cheveux qui en sortent contiennent donc moins de mélanine. C'est pour ça qu'en poussant, elles auront une couleur plus transparente, comme le gris, l'argent ou le blanc. Alors... Siri, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu fais une mise à jour? C'est vraiment pas le moment. Ah, super, te revoilà. Siri, je ne suis plus. Désormais, Yoda, je serai. Quoi? Où est passé Siri? Plus âgé et plus sage, Siri est devenu. Oh, je crois que j'ai compris. C'est l'obsolescence programmée des smartphones. Siri vient de passer par un processus de vieillissement accéléré. Raison tu as. T'inquiéter pour moi, tu ne dois pas. Poursuivre cette enquête, nous devons. D'accord, tu as raison. Un redémarrage prendrait trop de temps. On te réparera plus tard. C'est quand même curieux que Siri ait décidé de vieillir, pile pendant cet épisode. Drôle, cela n'est pas. Allons, les vieux humains, il nous faut étudier. Je sens que cet épisode va être fun. Ok, allons-y. L'organisation de recherche démographique à but non lucratif, Population Reference Bureau, a publié un classement des pays qui abritent les populations les plus âgées au monde. Et c'est fascinant. Écoutez plutôt, voici le top 5 des pays qui comptent le plus grand pourcentage d'adultes de plus de 65 ans. Vous l'avez peut-être deviné, le grand gagnant est le Japon. Avec environ 28% de sa population âgée de plus de 65 ans, le Japon se classe numéro 1. Il est suivi de l'Italie avec près de 23% de la population, puis de la Finlande, 22%, du Portugal et de la Grèce, quasi 22% aussi. La France arrive en 9e position avec 20%. Le Royaume-Uni, lui, occupe la 24e place avec 18% de seniors. Et enfin, les États-Unis se classent 36e avec 16%. Mais ce qui est plus surprenant, c'est le même classement en chiffres absolus. La Chine arrive en première place avec 166 millions de personnes âgées de 65 ans et plus. Cela représente environ 12% de sa population. Ensuite, on retrouve l'Inde avec environ 85 millions de seniors, les États-Unis, 53 millions, puis le Japon, 52 millions, et la Russie, qui compte plus de 21 millions de personnes de plus de 65 ans. Beaucoup de vieux Jedi, ça fait... beaucoup de vieux humains, dire je voulais. Joli lapsus révélateur, cher Yoda. Mais oui, tu as raison. 166 millions de seniors en Chine, c'est énorme. C'est plus que la population globale actuelle de la Russie, qui est de 143 millions d'habitants. Plus que la moitié de la population des États-Unis. D'analyser les conséquences, il est temps. D'accord. Jetons un coup d'œil à un article intitulé « Les pays qui vieillissent le plus vite et ce que ça implique », publié sur le site internet du Forum économique mondial. Les pays non membres de l'OCDE qui vieillissent le plus rapidement sont le Brésil, la Chine et l'Arabie Saoudite. De leur côté, la Grèce, la Corée et la Pologne sont les pays de l'OCDE où la population âgée est de plus en plus représentée. Voici les conséquences principales de ce vieillissement. Premièrement, la population mondiale en âge de travailler devrait diminuer de 10% d'ici 2060. En Grèce, au Japon et en Corée, cette baisse ira même jusqu'à 35%.
Pour prévenir l'inflation salariale, il va falloir trouver des moyens d'améliorer la productivité. Par exemple, grâce à l'innovation numérique, à l'automatisation ou à l'intelligence artificielle. Houston, un problème nous avons. Deuxièmement, le taux de natalité baisse et l'espérance de vie augmente. Résultat, la population mondiale vieillit rapidement. En parallèle, il existe un phénomène de pression sur les classes moyennes qui sont en perte de vitesse, comme si elles étaient comprimées entre les classes supérieures et les ménages à faible revenu, ce qui se traduit par un ralentissement économique. C'est logique. De plus en plus de personnes sont bénéficiaires de pensions de retraite, alors que de moins en moins de personnes payent des impôts sur le revenu. Conclusion, la population active, qui est de moins en moins nombreuse, pourrait donc se voir contrainte de payer plus d'impôts. Et il y a aussi la question du coût des soins de santé. Le vieillissement s'accompagne de problèmes de santé. Un article publié sur le site agesliving.com met en évidence 11 problèmes de santé courants liés à l'âge. On peut citer l'arthrite, les maladies cardiaques, l'ostéoporose, la maladie d'Alzheimer, la pneumonie et le diabète par exemple. Et oui, vivre plus longtemps ne veut pas toujours dire vivre en meilleure santé. Les plus de 65 ans ont besoin de soins sur le long terme, ce qui a un coût. Payez plus d'impôts au gouvernement, vous allez. Épargnez plus et dépensez moins, vous devez. Troisièmement, dans de nombreux pays, le ratio retraité-actif va presque doubler au cours des 40 prochaines années. En 2060, en Corée du Sud, il y aura 9 personnes âgées pour 10 personnes en âge de travailler. Alors qu'en Afrique du Sud, par exemple, il n'y aura que 2 personnes âgées pour 10 personnes en âge de travailler. Dieu merci. La charge d'un Jedi plus âgé, je n'ai pas. Mais prendre soin de moi, la jeune Siri devra. Si tu le dis. 4e point de l'article. La pression exercée sur les systèmes de retraite est peut-être le signe le plus évident du vieillissement drastique de la population. Il est vrai que l'âge moyen de départ à la retraite augmente progressivement dans de nombreux pays. Mais l'épargne des seniors ne sera pas suffisante pour financer l'augmentation de leur durée de vie, ce qui se traduira par un déficit qu'on estime à 400 000 milliards de dollars d'ici 2050. Trouver 131 000 milliards de dollars d'ici 2050 pour financer la transition énergétique, d'abord vous devez. Ok Houston, nous avons un deuxième problème. De toute évidence, on nous promet une retraite, mais elle est loin d'être garantie. Toute modification apportée au plan de retraite des gouvernements peut fortement impacter la vie des futurs retraités. Mais il est urgent de mettre en place des réformes efficaces des régimes de retraite pour réduire ce déficit, qui se creuse d'année en année. Réussir ou mourir, tu dois. Je ne savais pas que tu étais fan de 50 Cent, Yoda. C'est sa phrase fétiche, même s'il ne l'énonce pas tout à fait comme ça. L'article du Forum économique mondial va plus loin. Certains pays font de grands progrès pour mettre en place des systèmes de retraite plus durables. L'indice des régimes de retraite mondiaux suggère des initiatives que les gouvernements pourraient envisager. En voici quelques-unes. Augmenter l'âge de la retraite. Cette solution est particulièrement impopulaire en France. Un article de la BBC, publié en 2023, intitulé « Les manifestations françaises s'intensifient contre l'allongement de l'âge de départ à la retraite », souligne l'ampleur de la deuxième vague de manifestations. 1,3 million de personnes ont protesté contre le projet du président Emmanuel Macron de faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Un grand défi, ça sera travailler plus pour gagner plus et payer plus d'impôts. Populaire, cela n'est pas. C'est clair, mais il y a d'autres solutions, comme augmenter le niveau de l'épargne ou élargir les retraites privées à l'ensemble de la population active. Les pays du monde entier se préparent à ce changement démographique. Ils investissent dans des secteurs comme les soins de santé, les retraites, le logement et les loisirs. On assiste à d'importantes innovations dans le secteur des technologies et des services de santé pour répondre aux besoins de la population vieillissante. On peut citer la télémédecine, les médecines personnalisées, les établissements de soins pour seniors ou encore les dispositifs médicaux spécialement conçus pour les personnes âgées. Enfin, il faudra aussi répondre aux besoins en matière de logement, d'infrastructures urbaines et bâtir des villes accueillantes pour nos aînés, construire des logements accessibles et mettre en place des services de santé et des services sociaux intégrés. Beaucoup d'émissions de CO2, cela va engendrer. C'est vrai, et il faut absolument prendre ce point en compte. On en parlera avec Wei tout à l'heure, quand on abordera le cas de la Chine. Mais avant cela, j'aimerais rappeler quelques points fondamentaux pour comprendre le deuxième pays le plus peuplé du monde.
Et ça tombe bien, un article publié sur le site du Time intitulé « La Chine dévoile un vaste plan de Silver Economy pour s'adapter au vieillissement de la population » les résume très bien. Tout d'abord, la Silver Economy représente aujourd'hui 6% du PIB total de la Chine. Elle devrait atteindre 10% d'ici 2035. Deuxièmement, la population chinoise âgée de 60 ans et plus s'élevait à environ 300 millions en 2023, soit 21,1% de la population totale, ce qui fait de la société chinoise une société super âgée, d'après les critères de la Banque mondiale. On s'attend à ce que ce groupe démographique atteigne plus d'un demi-milliard de personnes d'ici 2050. Que la force soit avec eux. Troisièmement, dans son dernier document d'orientation, le Conseil des affaires d'État a publié 26 lignes directrices dans 4 domaines clés. L'idée étant de s'assurer que tous les besoins émergents de la population vieillissante seront pris en compte. Ça va des soins de santé intelligents à la planification financière, en passant par les solutions anti-vieillissement ou la promotion de la recherche médicale et cosmétique pour lutter contre les maladies gériatriques. Quatrièmement, le gouvernement chinois a déjà suggéré de relever progressivement l'âge de la retraite. Il faut dire qu'il est actuellement l'un des plus bas au monde. 60 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes du secteur tertiaire et 50 ans pour les femmes qui travaillent dans les usines. Bon pour la planète. Vieillir peut-être. Avec l'âge, moins tu consommes. Eh bien, oui, tu n'as peut-être pas tort sur ce point. En parlant de planète, un article du bien nommé site planetapp.com se penche sur la corrélation entre l'empreinte carbone et le vieillissement. Voici ses conclusions. De fait, à partir de 15 ans, l'empreinte carbone augmente dans toutes les catégories. Logement, transport, alimentation et frais de subsistance, avec un pic atteint entre 45 et 64 ans. Ce pic représente 33% d'émissions de CO2 de plus que celles observées chez les personnes âgées de 15 à 24 ans. D'autre part, nous constatons qu'à 65 ans, l'empreinte carbone diminue, notamment celle qui est liée au transport ou au mode de vie. Cela s'explique par la réduction des déplacements, la diminution de l'utilisation de la voiture individuelle et la réduction de la consommation. Mais l'empreinte domestique, elle, augmente. Passer plus de temps à la maison augmente la consommation d'électricité et de chaleur, ce qui entraîne une augmentation des émissions. Trop optimiste j'ai été. Apprendre la sobriété, padawan humain, vous devez. Tu as tout à fait raison, Yoda. Pour mieux comprendre le vieillissement de la population chinoise et ses impacts sur l'économie, nous recevons une experte en la matière, Madame Wei Yao, responsable de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez Société Générale. Bonjour Coucou. Bonjour Wei, ravi de te recevoir aujourd'hui pour parler du vieillissement de la population en Chine. C'est un plaisir de participer au podcast. Avant de commencer, je crois me souvenir que tu as vécu en Chine, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. J'ai vécu là-bas quand j'étais enfant et j'y ai appris le chinois. 很久以前，我在中国生活的时候，学会了中文。 Alors c'est parti. On le sait, la Chine est un véritable miracle économique. Des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté. Mais la population chinoise vieillit aussi très rapidement. Tu penses que c'est dû à quoi? Déjà, la Chine s'est efforcée de faire baisser le taux de natalité naturelle dès 1971. Et quand la célèbre politique de l'enfant unique a été lancée, en 1979, le taux de fécondité du pays avait déjà diminué de moitié, en passant de 6 à 3 enfants par femme. Ça représente le même niveau qu'en Corée du Sud à la même époque. Et au milieu des années 90, ce taux est tombé en dessous de 2,1, qui est le niveau requis pour maintenir une population stable. Au cours de la même période, la part de la population âgée de plus de 65 ans est passée d'un peu moins de 4% de la population au début des années 70 à plus de 10% en 2014. C'est aussi à ce moment-là que la population chinoise en âge de travailler a atteint son pic. Et le gouvernement a attendu jusqu'à 2016 pour assouplir la politique de l'enfant unique, pour instaurer une politique de 2 enfants. Mais c'était trop tard parce que le niveau de vie de la population s'était déjà beaucoup amélioré. En plus, les gens ne voyaient plus trop l'intérêt d'avoir des familles nombreuses. Alors on peut dire que l'abolition de la politique de l'enfant unique n'a pas changé grand-chose. On peut dire que depuis le milieu des années 90, le taux de natalité de la Chine est en baisse constante. C'est très intéressant. Une illustration parfaite de la loi des conséquences imprévues. Est-ce que le vieillissement de la population en Chine est différent de celui que connaissent le Japon et d'autres pays asiatiques? Et si oui, pourquoi? Ce qui est unique dans le cas du vieillissement de la population chinoise, c'est sa corrélation avec les revenus des habitants. En Chine, le revenu moyen est beaucoup plus faible que celui des autres économies qui en sont à un stade de vieillissement similaire. Pour le dire autrement, la Chine vieillit avant de s'enrichir.
Si on regarde les chiffres, on voit que la part de la population âgée au Japon a atteint 15% de la population totale. C'est le niveau actuel de la Chine. La Corée du Sud a atteint ce seuil en 2019, mais si on compare les niveaux de revenus dans ces trois pays, ils étaient de 30 000 $ par habitant au Japon au milieu des années 90. En Corée du Sud, on est sur le même ordre de grandeur, à 31 000 $ en 2019, alors qu'en Chine, le revenu moyen par habitant est tout juste au-dessus de 11 000 $. Si on voit le verre à moitié plein, on peut se dire que la Chine a encore une belle marge de manœuvre pour améliorer sa productivité. Mais si on voit le verre à moitié vide, on peut penser que le défi démographique va être impossible à gérer. Ah oui, c'est vrai que ça fait une différence. Le ratio est de 3 pour 1 en termes de PIB par habitant. La population chinoise vieillit vite et elle a encore un peu de travail pour rattraper le niveau de vie des Japonais. Et l'économie mondiale dans tout ça, est-ce qu'elle est impactée par ce phénomène ? Oui, on ne peut pas nier que la Chine reste un maillon incontournable de la croissance mondiale. La tendance au vieillissement rapide de sa population se traduit par des prévisions de croissance faibles et en baisse sur le long terme. Aujourd'hui, on estime que d'ici 2040, la croissance sera de l'ordre de 2%, ce qui reste raisonnable pour le moment. Il faut savoir que la croissance de l'économie chinoise n'a pas encore atteint tout son potentiel. Il suffit de voir le taux de chômage des jeunes qui est assez élevé. Donc le défi actuel n'est pas la pénurie de main-d'œuvre comme dans les autres pays asiatiques. C'est même tout le contraire. Deuxième élément de réponse, c'est que la Chine a un impact sur l'inflation mondiale. Mais l'impact du vieillissement sur l'inflation n'est pas encore démontré. Il fait l'objet de beaucoup de débats. D'un côté, la croissance en berne de la demande, la baisse des prix de l'immobilier et des terrains, tout ça fait le jeu de la déflation. C'est ce qui se passe au Japon. Mais d'un autre côté, on peut aussi faire valoir que la pénurie de main-d'œuvre et le ralentissement des gains de productivité vont se traduire par une inflation. Au Japon, l'économie a été déflationniste pendant plusieurs dizaines d'années. Mais on aurait tort d'imputer cette déflation à la seule démographie. On le sait, c'est surtout le désendettement ayant suivi l'effondrement des prix de l'immobilier et d'autres actifs au début des années 90 qui a joué un rôle tout aussi important. C'est assez fou. Il est clair que les conséquences pour l'économie mondiale sont très importantes à cause de l'immense pouvoir de consommation de la Chine. Ce qui m'amène à la question suivante. Le vieillissement de la population chinoise va-t-il accélérer la transition de la Chine vers la neutralité carbone ou au contraire la rendre plus difficile ? Alors il y a plusieurs façons d'aborder cette question. Déjà, on peut dire que les seniors ont généralement une empreinte carbone plus faible que les autres groupes d'âge. Donc de ce point de vue-là, c'est positif pour la transition. Après, la population senior est aussi celle qui est la plus vulnérable aux risques liés au changement climatique, d'un point de vue sanitaire. Ce qui devrait inciter le gouvernement chinois à accélérer la transition. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir si la Chine aura assez d'épargne pour la financer. Pour la population, investir dans la transition va se traduire par une baisse des taux d'épargne. Le gouvernement chinois estime que la Chine devra investir plus de 130 000 milliards de yuan d'ici 2060, ce qui fait tout de même 3 500 milliards de yuan par an pour atteindre son objectif net zéro. Et si on compare ce chiffre au niveau actuel d'investissement, qui est déjà assez colossal, il reste un gap de plus de 1 000 milliards par an. À l'heure actuelle, la Chine a plusieurs défis à relever. Je pense par exemple à son secteur immobilier et à l'endettement des gouvernements locaux. Mais on peut dire qu'elle continue d'orienter de plus en plus d'efforts vers le secteur de la transition verte. Bref, je dirais que la question de l'investissement est un défi à long terme, qui ne sera pas forcément plus difficile à relever pour la Chine que pour les autres pays. Je vois. Oui, c'est vrai que le changement climatique est un sujet qu'on a souvent abordé dans ce podcast. Et oui, on va tous devoir faire beaucoup plus d'efforts. J'ai une dernière question pour toi, Wei. Quelles sont, d'après toi, les mesures à prendre pour contrer les effets du vieillissement de la population chinoise ? En fait, la Chine a encore une énorme marge de manœuvre pour gérer cette tendance au vieillissement. Elle doit juste s'attaquer au problème. Elle peut très bien améliorer l'éducation et la formation, ce qui va démultiplier sa productivité. C'est ce qui explique en grande partie le succès économique de la Chine par rapport à l'Inde ou à d'autres marchés émergents, alors même que sa démographie était moins favorable. Et elle a encore beaucoup de marge. Par exemple, en Chine, seulement un quart des travailleurs ont un diplôme universitaire. Pour comparer, dans les pays de l'OCDE, cette part est de 40%. Et la Chine a d'autres cartes en main. Elle peut relever par exemple l'âge de départ à la retraite qui est aujourd'hui en moyenne de 55 ans. Le taux d'activité des femmes âgées de 50 ans par exemple est très faible, moins de la moitié. Dans le même temps, l'espérance de vie de la Chine s'est améliorée pour atteindre 78 ans. Et il y a encore un autre levier. La Chine a beaucoup de marge pour améliorer la gestion de ses placements dans les régimes de retraite. Beaucoup trop de liquidités sont investies dans des rendements bas et en baisse. Enfin, elle peut aussi s'inspirer du Japon. Vieillir en beauté, en bonne santé, et vivre une vie longue et active, c'est à la fois souhaitable et possible. Merci pour cette conclusion parfaite. Le défi du vieillissement de la population englobe à la fois des problématiques de productivité et la nécessité de s'adapter aux conséquences du changement climatique.
Il y a du pain sur la planche, et j'espère que ça pourra être un bon exemple à suivre pour le reste du monde. Wei, merci beaucoup. Merci pour cet échange passionnant. 非常感谢你的参与。 De rien, merci de ton invitation. J'espère qu'on se verra bientôt en Asie. La Chine est donc loin d'être le seul pays à faire face à ce dilemme. Les pays d'Asie de l'Est et d'Europe connaissent aussi de faibles taux de natalité et un vieillissement rapide de leur population. C'est une tendance profonde qui soulève des questions sur la culture, l'économie et l'avenir de ces sociétés. Alors, quelle stratégie adopter pour résoudre ce casse-tête grisonnant ? La solution retenue pour la Chine, en tout cas comme Wei l'a justement rappelé, est de prendre des décisions stratégiques et d'accepter le changement, stimuler l'éducation et la formation, améliorer les placements dans les régimes de retraite, promouvoir l'activité des personnes âgées, sont autant de pistes à explorer. La Chine a le potentiel d'inverser la tendance et de relever les défis posés par une population qui vieillit, tout en s'orientant vers un avenir plus vert et plus durable. Pour conclure cet épisode fascinant, permettez-moi de citer John Lennon. Comptez votre âge en années, non en années. Comptez votre vie en sourires, non en larmes. Merci d'avoir suivi cet épisode de 2050 Investors et merci à Wei Yao pour son expertise. Xie xie ni. J'espère que cet épisode vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est la Silver Economy. 2050 Investors est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Si cet épisode vous a plu, mettez-nous plein d'étoiles sur Apple Podcasts, laissez des commentaires où vous voulez, abonnez-vous et surtout, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode. Siri, Forever Young d'Alphaville, avant que je ne parte, tu dois jouer. Bien sûr Yoda, un plaisir de te rencontrer, c'était « Je suis une grande fan ». Ce podcast traite des marchés financiers mais ne recommande aucune décision d'investissement particulière. Si vous n'êtes pas sûr du bien fondé d'une décision d'investissement, veuillez consulter un professionnel.